En Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma vient à nouveau d'être reporté. Le juge en charge du dossier a précisé que le procès était repoussé au 8 décembre prochain pour des raisons de préparation préalable. Le trafic international ayant été interrompu dans le pays suite à la pandémie du coronavirus, le magistrat a estimé nécessaire d'attendre la venue de certains témoins et représentants de la société Thales, groupe français au cœur de l'affaire. L'ancien président est soupçonné d'avoir touché des pots de vin à hauteur de 4 millions de rangs, soit environ 200 000 euros, de l'entreprise française Thales pour faciliter l'obtention d'un contrat d'armement dans les années 90. Ce n'est pas la première fois que Jacob Zuma est au cœur d'une polémique de corruption. En 2005, il avait été inculpé pour corruption et blanchiment d'argent. Ses années de règne à la tête de l'Afrique du Sud ont été marquées par de nombreux scandales de corruption. Une situation qui a poussé l'actuel chef de l'État Cyril Ramaphosa à mettre sur pied une commission anticorruption au sein de son parti, l'ANC. Entre lui et Jacob Zuma, les relations sont quelque peu tendues ces dernières semaines. Le procès de l'ex-président pourrait impliquer de très hautes personnalités et détruire le système de gouvernance institué par le gouvernement. Après 47 ans d'interruption, les relations tchado-israéliennes semblent être revenues au beau fixe. Une délégation tchadienne emmenée par l'un des fils du président Idriss Déby Itno a rencontré mardi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem selon les autorités israéliennes. Benjamin Netanyahou avait annoncé la reprise des relations diplomatiques avec le Tchad en janvier 2019 lors d'une visite en N'Djamena au cours de laquelle il avait rencontré le président Déby Itno. Dans un communiqué du ministère tchadien des Affaires étrangères, la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël ne modifie aucunement la position du Tchad sur la question de la Palestine et des territoires arabes occupés. Le statut de Jérusalem, ville dont la partie orientale secteur palestinien a été annexée par Israël en 1967, est l'une des questions les plus épineuses en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Cette visite survient moins d'un mois après l'annonce d'un accord entre Israël et les Émirats arabes unis, appelé à devenir troisième pays arabe après l'Égypte et la Jordanie. Ce qui fait du pays le premier du Golfe à normaliser ses relations avec l'État hébreu. Le Tchad, par contre, fait partie des pays qui, sous la pression des États du Golfe, avaient rompu les relations avec Israël il y a plusieurs décennies. Lors de la visite du Premier ministre israélien en 2019, le président Déby a tenu à déclarer qu'en dépit de cette reprise des relations, le Tchad reste attaché au processus de paix entre Israël et la Palestine. L'ONU considère que cette question doit faire l'objet d'un accord entre les Israéliens et les Palestiniens et qu'en attendant, les pays ne doivent pas établir à Jérusalem leur représentation diplomatique. Malgré le renforcement du dispositif de sécurité, la piraterie maritime n'a pas cessé de prendre des proportions inquiétantes dans le golfe de Guinée. Le mardi 8 septembre, 2 employés d'une compagnie maritime néerlandaise ont été enlevés par des pirates au large des eaux nigérianes. L'attaque s'est déroulée sur le Water Phoenix, un navire en provenance du Pays-Bas vers la ville de Lagos au Nigeria. Selon le porte-parole de la société en question, aucun contact n'a encore été établi avec les ravisseurs. Une absence d'information qui inquiète les membres de la compagnie. Pour libérer ceux-ci, les dirigeants se disent disposés à négocier avec les ravisseurs. Ces derniers mois, les enlèvements et les attaques sur les navires sont légion au large des eaux nigérianes. Les otages sont souvent ramenés au Nigeria où les pirates négocient leur libération contre rançon. Le jeudi 15 août 2019, après l'enlèvement de 9 marins chinois et de 8 marins ukrainiens, après l'attaque de 2 navires commerciaux au large du Cameroun, le journal Le Monde précisait que 72% des enlèvements et 92% des prises d'otages en mer recensées dans le monde ont lieu dans le golfe de Guinée, une situation qui interpelle au plus haut point. L'insécurité maritime se présente comme l'une des menaces graves à la stabilité des États riverains du golfe de Guinée. Une action concertée et coordonnée serait nécessaire afin de mettre hors d'état de nuire ces hommes sans foi ni loi. Le torchon brûle entre Caster Semenya et la Cour suprême de Suisse. Elle risque d'être absente aux Jeux Olympiques de l'année prochaine. L'athlète sud-africaine ne pourra pas s'aligner sur le 800 mètres tant qu'elle n'aura pas pris un traitement hormonal. L'information est contenue dans une décision rendue publique par la Cour suprême de Suisse auprès de laquelle Semenya avait fait un recours gracieux après ses multiples appels antérieurs rejetés par le TAS. D'après les règles de la Fédération internationale d'athlétisme, les athlètes hyperendogènes comme Semenya doivent
doivent diminuer leur taux de testostérone. L'idéal pour ces athlètes serait qu'elles maintiennent ce taux en dessous d'un certain seuil, sous peine d'être exclues des compétitions féminines d'athlétisme. Depuis 2018, la Fédération internationale d'athlétisme a introduit le règlement DSD, un mécanisme régissant la qualification dans la catégorie féminine pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel. Interdite de compétition, Semenya a engagé un bras de fer avec l'instance internationale. Offusquée, la jeune athlète de 29 ans a exprimé sa décision. Sur son compte Twitter officiel, l'on peut lire « Je suis très déçue par cette décision, mais je refuse de laisser World Athletics me droguer ou m'empêcher d'être qui je suis. Exclure les athlètes féminines ou mettre notre santé en danger uniquement à cause de nos capacités naturelles place World Athletics du mauvais côté de l'histoire. » Elle a par ailleurs promis de continuer à se battre pour les droits humains des femmes athlètes sur la piste et ce jusqu'à ce qu'elles puissent renouer avec les pistes de compétition. En Algérie, une nouvelle loi à propos du football féminin fait couler beaucoup d'encre et de salive. Désormais, il ne sera plus possible pour les équipes féminines de disposer de plusieurs joueuses dont l'âge est supérieur à 30 ans. D'après la nouvelle règle, les clubs ne devront disposer que de 3 d'entre elles. Une mesure qui fait grincer les dents de l'opinion publique. Certains entraîneurs qualifient la mesure de discriminatoire et dénoncent son caractère exclusif. D'après la Fédération algérienne de football, cette mesure vise à permettre l'éclosion des jeunes joueuses. À leur avis, les équipes sont vieillissantes, ne permettant pas un meilleur développement de la discipline. Un argument à mettre en évidence quand on sait que l'équipe féminine d'Algérie n'a jamais dépassé le 2e tour d'une Coupe du Monde de la FIFA. Le dernier exploit de la sélection remonte en 2014, quand les U23 se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques après 34 ans d'absence. Pire encore, après l'élimination de l'équipe à la CAN 2014 en Namibie, où elle n'a pas pu franchir le premier tour, les Paulines de Kamel Bettina ne sont pas parvenues à se qualifier pour l'édition de la CAN 2016 au Cameroun. En Russie, le nouveau vaccin contre la Covid-19 fait ses preuves. Pour la dernière étape des essais du vaccin Sputnik V annoncé en août, 40 000 moscovites se sont fait vacciner ce jour. L'information a été rendue publique le mardi 9 septembre 2020 par les autorités de Moscou. Les concernés doivent disposer d'une couverture médicale en règle. En début du mois d'août, Vladimir Poutine avait annoncé avoir développé le premier vaccin contre la Covid-19 mis sur pied par le centre de recherche Nikolai Gamaleya. Selon le Fonds souverain russe, plus de 20 pays ont fait des demandes pour l'achat d'1 milliard de doses du vaccin. D'après une étude menée et publiée le 4 septembre dernier par la revue de presse britannique The Lancet, les premiers tests du Sputnik V ont montré des résultats encourageants. Il ressort également que le dit vaccin n'a pas d'effet secondaire. Il déclencherait une réponse immunitaire au sein de l'organisme. D'après des experts cependant, ces résultats n'authentifient pas encore l'efficacité de ce vaccin contre une infection au coronavirus. 176 vaccins sont en cours de réalisation dans le monde, soit 34 au stade des essais cliniques sur des humains. Sputnik V faisant partie des 8 en phase 3, les plus avancés. En Grèce, suite à l'incendie de la semaine dernière ayant provoqué des dégâts importants, la communauté internationale est au chevet des sinistrés. L'Allemagne et la Norvège ont lancé un appel à l'aide internationale auprès de l'Union européenne. La Commission européenne a annoncé qu'elle prenait en charge le transfert vers la Grèce continentale de 400 enfants et adolescents. Pour sa part, la Norvège compte accueillir 50 occupants du camp militaire. Le désastre s'est produit quelques heures après que l'information selon laquelle 35 personnes avaient été testées positives au coronavirus a été rendue publique. Citant des sources anonymes, l'agence de presse grecque ANA évoque de multiples incendies qui auraient été déclenchés par des migrants se rebellant contre des mesures d'isolation destinées à empêcher la propagation de la Covid-19. Plus de 3000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux d'administration et une clinique au sein du camp sont partis en fumée. Selon les pompiers, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. De nombreux migrants sur l'île grecque de Lesbos se sont retrouvés sans abri. La Grèce est par ailleurs frappée par une grave crise économique.